Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Hello les distordus, ici Émile pour une mini-disto. À plusieurs reprises dans le cadre de Distorsion, nous avons discuté en long et en large de la crypto-monnaie, de sa philosophie, mais aussi de son utilisation dans le monde criminel. Que ce soit les bitcoins ou encore l'Ethereum, les crypto-monnaies sont la devise par excellence dans le monde criminel, mais aussi sur le dark web en raison de leur caractère anonyme. Mais une fois que ces bitcoins provenant du monde interlope sont récoltés, il n'y a qu'une partie du travail d'effectuer. On doit par la suite convertir ces devises en argent réel afin d'y blanchir et d'en profiter. C'est souvent là qu'est le problème pour les criminels. Si les crypto-monnaies permettent une utilisation anonyme, c'est son caractère traçable qui joue des tours aux fraudeurs. Vous allez le voir, l'histoire de ce soir représente bien ce fait-là. En plus, on a affaire à deux personnages assez rocambolesques, dignes d'un scénario de film hollywoodien. Rappelons-nous que tout ce qui est inscrit dans la blockchain, que ce soit des crypto-monnaies ou encore des jetons non fongibles, ce qu'on appelle des NFT, toutes les transactions qui ont lieu sont enregistrées à jamais. Donc même si les portefeuilles virtuels sont généralement anonymes, protégés par des mots de passe complexes comprenant plusieurs mots, il est assez simple de repérer les transactions et de voir les moments où les devises changent de main. Vous allez voir, l'histoire d'aujourd'hui, orchestrée sur 5 ans, montre que le monde des cryptos n'est peut-être pas tout à fait le paradis des fraudeurs. Deux personnes, un couple, ont été arrêtés le 8 février 2022 à Manhattan pour une conspiration présumée visant à blanchir des crypto-monnaies volées lors d'un piratage. En 2016, le site Bitfinex, qui est une bourse de devises virtuelle, s'est fait pirater. On se replace dans le temps un peu, Bitfinex était une plateforme d'échange ou d'achat de crypto basée en Chine. En 2016, un immense vol de Bitcoin a eu lieu auprès des plus gros acheteurs sur la plateforme. Ce vol historique a causé une chute de 40% de la valeur du Bitcoin cette semaine-là. La valeur du vol, à l'époque, était évaluée à 71 millions de dollars, ce qui est énorme, mais en valeur actuelle, en 2022, on parle de 4,5 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand vol de l'histoire des crypto-monnaies. Ce que les autorités ont fait à l'époque, c'est surveiller les portefeuilles virtuels où ces bitcoins ont été transférés, car il est possible de suivre la trace des bitcoins sur la blockchain très précisément. Des alertes ont alors été mises en place par les autorités pour savoir lorsqu'une transaction a été effectuée à partir de ces portefeuilles-là. Ilya Lichtenstein, âgé de 34 ans, et sa femme Heather Morgan, âgée de 31 ans, tous deux des résidents de New York, ont comparu en février dernier à Manhattan. Ilya se décrit comme un entrepreneur en série, alors que sa femme, Heather, a aussi fondé un certain nombre de startups. Elle est aussi une rappeuse sur TikTok, se décrivant comme la crocodile de Wall Street, donc une référence au loup de Wall Street. Heather Rhiannon Morgan est née le 28 mai 1990 à Ontario, dans l'Oregon, et a grandi à Tehama, une ville d'un peu plus de 400 habitants située dans la région rurale du nord de la Californie, où l'adresse de ses parents est répertoriée comme une boîte postale selon les registres publics et le mandat d'arrêt qui a été émis contre Morgan. Elle a grandi en écoutant du rap et rêvait de devenir une star du hip-hop. Mais elle avait une voix aiguë et un certain défaut d'élocution lorsqu'elle était enfant, ce qui fait en sorte qu'elle a un peu abandonné sa carrière, mais tout en gardant espoir d'une certaine façon. Désireuse de quitter son environnement de petite ville, Morgan s'est envolée pour le Japon seule à 19 ans, écrit-elle. Un an plus tard, elle s'est installée dans la capitale turque Ankara, où elle affirme avoir acquis ses meilleures techniques de négociation en observant les marchands de tapis et les propriétaires de boutiques dans les souks. Donc ça sonne un peu comme un roman tout ça. Elle a fréquenté l'université Bill Kent dans cette ville, où elle a simultanément effectué des recherches économiques sur la politique monétaire internationale et sur le commerce turc. Morgan a obtenu aussi une licence à l'Université de Californie, à Davis, avec un diplôme en économie et en relations internationales en 2011. Elle a également fréquenté l'Université américaine du Caire, où elle a étudié pour obtenir un diplôme d'études supérieures. Une partie de sa stratégie consistait à créer un sentiment de réciprocité lors des négociations.
Elle expliquait pourquoi les femmes font souvent de meilleures négociatrices que les hommes. En d'autres termes, disait-elle, si vous offrez à quelqu'un un cadeau vraiment attentionné, il est beaucoup plus susceptible de faire des affaires avec vous. Donc elle a un peu développé ce talent de vendeuse lors de ces études-là. Morgan affirme que les entreprises qu'elle a lancées pour créer des modèles d'email personnalisés ont généré des millions de dollars. Parce que c'est aussi un projet qu'elle avait lancé, là, des genres de cold mail, vous savez, des emails qui peuvent parfois être assez harcelants, qui sont envoyés là, à coups de dizaines de milliers, voire centaines de milliers de personnes, afin d'attraper là, des clients plus facilement. Bref, c'est un modèle qui est un peu douteux dans le monde du e-commerce, mais qui, dans son cas, elle, a plutôt bien servi. À 23 ans, Morgan a découvert qu'elle était si douée pour la vente qu'elle a décidé de devenir entrepreneur, créant ses propres entreprises qui aidaient les clients à créer des modèles d'email dont je vous parlais justement là. Ces entreprises ont rapidement généré plusieurs millions de dollars en tout, qui a fait en sorte que Morgan a économisé une certaine petite fortune. Elle a rencontré Ilya Lichtenstein à San Francisco en 2014 lorsque lui est devenu un conseiller de SalesFolk, la société que Morgan a créée en 2009, sur les fameux emails envoyés en série. Les dossiers publics montrent qu'il partage un appartement dans une tour de luxe de la ville en 2017 à San Francisco. L'année suivante a été l'une des meilleures et des pires années de sa vie, selon elle. En quelques semaines, elle a reçu des menaces juridiques, elle a appris que des employés malhonnêtes truquaient les chiffres et des personnes qu'elle respectait autrefois profondément essayaient de l'intimider et de lui faire honte afin qu'elle retire du contenu publié. Et donc ça a causé beaucoup de friction au sein de ses entreprises. Donc, les choses ont empiré lorsque ses parents ont appris qu'il vivait un cancer à 1 semaine d'intervalle, ce qui a forcé Morgan à avoir d'autres plans pour assurer son avenir financier. Ilya Lichtenstein, lui, n'a apparemment pas toujours été, très tolérant avec le rap de sa femme. Morgan, elle rappe notamment là, à propos de nouvelles financières et de ragots à propos d'occasions d'affaires faciles. Elle est un peu dans ce monde de la fast money. Et son personnage de rap, qu'elle a baptisé Razzle Khan, rappe souvent à propos de ça. Là. C'est franchement mauvais, si je peux me permettre. Elle a d'ailleurs aussi déjà donné un TED Talk à propos de plus de marketing en ligne là, qu'elle a fait avec d'autres entreprises. N'oublions pas aussi que Ghislaine Maxwell en a aussi donné une en TED Talk, donc j'imagine que la crédibilité de ces fameuses conférences-là ont dû perdre un peu en valeur au cours des dernières années. Je dis ça comme ça. Là. Ceci dit, les deux étaient assez connus de la part de la communauté des startups et des amateurs d'occasions d'affaires faciles. Ils avaient tous deux parlé à différentes conférences sur le sujet. Je parle bien sûr là, de Morgan et de Ilya Lichtenstein. Morgan a même déjà écrit des articles sur la cybersécurité dans le magazine Forbes, imaginez-vous. Le casting de ces deux criminels est juste irréel. En 2019, elle célébrait ses fiançailles avec son petit ami de longue date, Ilya, qui porte aussi le surnom de Dutch. Et lui, Ilya Lichtenstein, il est né à Rostov, une ville portuaire de Russie, en 1987, selon son mandat d'arrêt, bien que l'on ne sache pas exactement quand il a déménagé aux États-Unis avec sa famille. Son père, Evgeny Lichtenstein, de son vrai nom Lichtenstein, travaille comme agent immobilier à Chicago à partir de ce moment-là, selon des documents publics. Ilya Lichtenstein, lui, a grandi à Glenview, dans l'Illinois, et a fréquenté l'Université du Wisconsin à Madison, où il a obtenu une licence en psychologie en 2010, selon LinkedIn. Après l'université, il est parti pour San Francisco et a cofondé MixRank, une plateforme de découverte de clients, un peu une plateforme B2B qui aidait les équipes commerciales à découvrir de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Après son séjour à San Francisco, les deux, le couple Lichtenstein et Morgan, se sont installés à Manhattan où ils ont loué un appartement près de la High Line avant de s'installer à Wall Street carrément. Donc, ils menaient un train de vie assez élevé. Lichtenstein a demandé Morgan en mariage en juin 2019 en lui disant « Je me suis fiancé à ma meilleure amie et à la femme de mes rêves en même temps ».
Aussi, apparemment qu'il a fait des recherches pendant des mois sur le net sur la façon de s'y prendre. Il a décidé de remplir la ville de New York de panneaux et d'affiches faisant la promotion de l'alter ego rappeuse de Morgan, le Castle Can. Donc, drôle de façon d'effectuer une demande en mariage. Mais j'ai vu les panneaux publicitaires au centre-ville de New York. C'était une opération qui demandait des sérieux fonds pour s'afficher autant que ça. Toujours selon les documents judiciaires, Liechtenstein et Morgan auraient conspiré pour blanchir le produit de 119 754 bitcoins volés sur la plateforme Bitfinex dont on vous parlait tout à l'heure, après qu'un pirate ait pénétré dans les systèmes de la plateforme et a lancé plus de 2000 transactions non autorisées auprès de ces acheteurs-là. Ces transactions non autorisées ont envoyé les bitcoins volés vers un portefeuille numérique sous le contrôle de Liechtenstein. Et ça, c'est pas clair encore. On va y revenir tout à l'heure. Au cours des 5 dernières années, environ 25 000 de ces bitcoins volés ont été transférés du portefeuille de Liechtenstein par le biais d'un processus compliqué de blanchiment d'argent qui a abouti au dépôt d'une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par le couple. Le reste des fonds volés, soit plus de 94 000 bitcoins, est resté dans le portefeuille utilisé pour recevoir et stocker les produits illégaux du piratage. Après l'exécution de mandats de perquisition autorisés par le tribunal sur des comptes en ligne contrôlés par le couple, les agents spéciaux ont obtenu l'accès à des fichiers dans un compte en ligne contrôlé par Liechtenstein sur le cloud. Ces fichiers contenaient des clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique qui recevait directement les fonds volés à Bitfinex et ont permis aux agents spéciaux de saisir et de récupérer légalement plus de 94 000 bitcoins qui avaient été volés à la plateforme. Les bitcoins récupérés étaient évalués à plus de 3,6 milliards de dollars au moment de la saisie. Donc, ça a monté même depuis, à 4,5. Et les autres sont pour l'instant introuvables. La plainte pénale allègue que Liechtenstein et Morgan ont utilisé de nombreuses techniques de blanchiment, dont certaines très simples, parce qu'à quelque part, vous allez voir, c'est pas évident de blanchir des bitcoins. On est habitué à voir dans les films des groupes criminalisés qui vont ouvrir un lave-auto, par exemple, afin d'investir et même de l'opérer à la perte dans le but de blanchir l'argent du crime organisé, de la vente de drogue et autres. Mais dans ce cas-ci, c'est moins évident, vous allez voir. Entre autres, là, ils ont commencé à virer des petits montants en bitcoin provenant des portefeuilles pour acheter des cartes cadeaux de Walmart pour des petits montants, parce qu'apparemment, dans certaines régions, on peut payer sur le site de Walmart en bitcoin. Ils ont fait pareil pour des jeux vidéo sur PlayStation Network, mais ces techniques ne leur permettent pas de blanchir des gros montants, voire des millions de dollars. Ils ont dû raffiner leurs techniques vers d'autres qui sont plus sophistiquées, notamment en utilisant des identités fictives pour ouvrir des comptes en ligne, en utilisant des programmes informatiques pour automatiser les transactions, une technique de blanchiment qui permet d'effectuer des nombreuses transactions en un très court laps de temps. Le dépôt des fonds volés sur des comptes dans une variété d'échanges de monnaie virtuelle et de marchés sur le Darknet, notamment sur Alphabet, on se rappelle, on a fait un épisode sur Alexandre Caz, le fondateur, puis le retrait des fonds. Donc, c'est passé par le Darknet, ce qui a fait que ça a brouillé les pistes de l'historique des transactions là, en interrompant le flux. Morgan s'était aussi adressé à une banque en disant que les clients de son entreprise de rédaction, SalesFolk, de courriel, lui avaient demandé d'accepter les paiements en Bitcoin. Donc, elle a utilisé sa propre compagnie pour tenter de blanchir ces fonds-là. Elle a également utilisé des Bitcoins donnés par son mari pour développer l'entreprise. Donc, encore une fois, son entreprise de courriel était finalement un peu une façon de blanchir tout ce gros magot-là. Donc, elle investissait en sa compagnie en Bitcoin et puis ça justifiait certaines transactions. Ces bitcoins, évidemment, provenaient tous du hold-up de Bitfinex et les sorties des portefeuilles étaient toutes monitorées par les autorités. De même, Liechtenstein a transféré environ 2,9 millions de dollars en bitcoin sur les comptes de deux de ses sociétés, Handpass et DemandPath. Ce jour de février 2022, on arrive au moment présent, lorsque les agents fédéraux ont défoncé la porte chez le couple, tout semblait normal. Les deux personnes ne semblaient pas être de grands criminels de carrière et ils étaient
abasourdis par la scène. Vous pouvez aller voir des photos en ligne, c'est deux personnes tout à fait normales, mais qui ont l'air plutôt tranquilles. On n'ose pas croire que ce sont des criminels comme ça, là, capables de manipuler autant d'argent virtuel. En plus, évidemment, Morgan elle a un peu sa personnalité de rappeuse, de crocodile de Wall Street, donc c'est dur de croire qu'ils sont au centre d'une histoire comme ça. Toutefois, en fouillant sur leurs ordinateurs et sur leurs comptes sur le cloud, ils ont trouvé toutes sortes de dossiers ayant pour nom, par exemple, idées pour faux passeports, idées d'endroits pour prendre la fuite, même idées pour blanchir des fonds volés et d'autres informations très incriminantes pour eux. On voit que le couple préparait son coup depuis très longtemps, mais qu'ils ont négligé beaucoup d'éléments très basiques pour ne pas se faire prendre la main dans le sac. Mais on le voit, déjà, c'est pas très brillant de faire ça, malgré le fait qu'il y avait tout un processus élaboré pour blanchir les fonds. Ils n'ont même pas pris la peine d'effacer les dossiers avec des noms aussi compromettants. Selon la plainte pénale, Morgan et Liechtenstein ont dépensé les recettes illégales en achetant, entre autres, de l'or et des NFT. Les procureurs ont allégué que le duo avait un sac de téléphones portables qui était étiqueté « burner phones », vous savez, les téléphones brûleurs qu'on dispose afin de ne pas être retracés. Ils avaient ça dans leur appartement et que Liechtenstein conservait plusieurs fichiers incriminants sur son ordinateur, un peu comme on vous a parlé précédemment. En ce qui a trait au NFT, c'est encore une très mauvaise idée de leur part de blanchir des bitcoins de cette façon, puisque ces œuvres d'art virtuelles sont aussi inscrites sur la blockchain. C'est un peu comme une crypto d'une certaine façon, et sont facilement traçables, surtout lorsqu'on tente de les vendre. C'est facile de voir à quel moment l'argent a été transféré, encore une fois, même dans le monde des NFT, même que c'est courant pour authentifier une œuvre, par exemple. Mais ils ont dû désespérément faire tout ça, faire tout en leur pouvoir, en fait, pour essayer de multiples techniques. Mais au travers de tout ça, ils ont fait de nombreuses erreurs. Avant leur arrestation, le couple qui vivait avec un chat bengale nommé Clarissa apparaissait comme des stars montantes et fortunées. Ils vivaient dans des immeubles de luxe à San Francisco et à New York. Le loyer de leur immeuble de Wall Street débute à plus de 5 000 $ américains pour un petit studio selon les annonces immobilières actuelles. Leur train de vie commençait à attirer les soupçons. Même la carrière de rappeuse de Heather commençait à prendre beaucoup de place dans sa vie, et créer beaucoup de distractions. Liechtenstein et Morgan sont accusés maintenant de conspiration en vue de blanchir de l'argent, ce qui est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, et de conspiration en vue de frauder les États-Unis, ce qui est passible d'une peine maximale de 5 ans de prison. Un juge de la Cour fédérale de district déterminera la peine à infliger après avoir pris en compte les lignes directrices américaines en matière de peine et d'autres facteurs statutaires, notamment d'autres histoires de fraude qui ont eu lieu. Mais des histoires de fraude de Bitcoin d'aussi grande envergure, on n'en a jamais vu. Il reste un mystère important dans toute cette histoire, les distordus. Qui a donc commis le vol de Bitfinex en 2016? Cette information est toujours inconnue de tous, et on ignore si Ilya et Heather sont impliqués. Bien que les autorités à ce stade-ci ne sont pas convaincues du tout qu'il s'agisse d'eux, il n'en demeure pas moins que les portefeuilles où ces fonds-là ont été transférés leur appartenaient. Donc il y a quand même un lien très fort. Il y avait un lien entre le pirate et le couple. Nous en saurons certainement plus au courant des mois qui suivent, mais vous comprenez que c'est quand même assez mystérieux. Est-ce que ce couple-là aurait été capable de pirater une aussi grosse plateforme? Parce que transférer des bitcoins en achat, en portefeuille et tout ça, ça prend un minimum de connaissances, mais en gros, un peu tout le monde est capable de le faire en regardant quelques tutoriels YouTube, par exemple. Mais pirater une plateforme d'échange comme Bitfinex, c'est une autre game, si on veut. Mais ça demeure le vrai gros mystère de cette histoire-là. Et on va sûrement en savoir plus parce que sachez que Netflix est en production d'un documentaire sur le sujet. Et vous allez voir, tout le caractère hollywoodien du couple, de leur train de vie, de leur personnalité, risque de ressortir d'une manière assez évidente. Sur ce, dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire-là, chers distordus. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine.